Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous apporte une histoire incroyable et pleine de mystères qui va bouleverser votre esprit. Nous allons parler de l'expérience de mort imminente d'Iago Villafuerte, un jeune homme qui a eu une révélation surprenante sur l'avenir de l'humanité. Il a vu des anges descendant sur Terre pour une bataille épique qui aura lieu en septembre 2024. Restez jusqu'à la fin car c'est une histoire incontournable. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, laissez un like et activez la cloche pour les mises à jour. Bonjour, je m'appelle Iago Villafuerte. J'ai 30 ans aujourd'hui, mais l'histoire que je vais raconter s'est déroulée quand j'avais 17 ans. C'est une histoire qui a complètement changé ma vie et ma façon de voir le monde. Tu sais, depuis que je me souviens, j'ai toujours eu un compagnon indésirable. L'asthme, il était avec moi à chaque respiration, à chaque moment de joie et de tristesse. C'était comme si j'étais né avec un poids supplémentaire dans les poumons, quelque chose que je devais porter tout le temps. Je grandissais à Miami, dans une famille latino pleine d'amour et d'inquiétude. Ma mère, Esperanza, était ma gardienne numéro 1. Elle était toujours vigilante, toujours prête à agir au moindre signe de difficulté dans ma respiration. Mon père aussi, bien sûr, mais ma mère, elle avait un sixième sens pour ces choses. Je pense que toutes les mères l'ont, n'est-ce pas? Je menais une vie normale ou aussi normale que possible pour quelqu'un avec de l'asthme sévère et l'école. J'avais des amis, je faisais les choses que les adolescents font normalement. Mais il y avait toujours cette peur au fond de mon esprit, la peur d'avoir une crise en public, de ne pas pouvoir respirer, de mourir. Il est étrange de penser à la mort quand on a 17 ans, mais c'était quelque chose que je ne pouvais pas éviter. Ma routine était remplie d'inhalateurs, de médicaments et de visites à l'hôpital. Je connaissais le docteur Manuel Alvaro mieux que je ne connaissais certains de mes professeurs. Il était le médecin qui s'occupait de moi depuis que j'étais petit et je lui faisais entièrement confiance. Il disait toujours que j'étais fort, que j'étais un combattant. Parfois je le croyais, d'autres fois non. Mais rien, absolument rien n'aurait pu me préparer à ce qui s'est passé ce matin-là. C'était un jour comme un autre, tu sais. Je me suis réveillé, je me suis préparé pour aller à l'école, tout était normal, sauf que ce n'était pas le cas. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai senti que quelque chose n'allait pas, très mal, l'air n'entrait pas. C'était comme si quelqu'un avait placé un poids énorme sur ma poitrine. J'ai essayé de m'asseoir sur le lit, j'ai essayé d'atteindre mon inhalateur sur la table de chevet, mais mes mouvements étaient lents, lourds. La panique a commencé à m'envahir. Je voulais crier à l'aide pour appeler ma mère, mais ma voix ne sortait pas. Tout ce que je pouvais faire était un son étouffé, désespéré. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas une crise d'asthme ordinaire. C'était quelque chose de bien pire. Et c'est là qu'a commencé le voyage le plus incroyable et effrayant de ma vie. Un voyage qui m'a conduit aux limites entre la vie et la mort, et qui a changé à jamais ma façon de voir le monde et ma place en lui. Mais avant d'entrer dans les détails de cette expérience, je veux que vous compreniez une chose. Ce que je vais raconter peut sembler incroyable, voire impossible, mais je peux garantir que chaque mot est vrai. C'est ma vérité, mon expérience. Et j'espère qu'en la partageant avec vous, je pourrai apporter un peu de lumière et d'espoir, tout comme cette expérience m'en a apporté. Ce matin-là, quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas respirer, le temps a semblé s'arrêter. Chaque seconde s'étirait comme si c'était des heures. Je pouvais entendre mon cœur battre dans mes oreilles, rapide et irrégulier. La chambre autour de moi commençait à devenir floue, les couleurs se mélangeant comme dans une peinture abstraite. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que ma mère ne m'entende. Cela aurait pu être des secondes ou des minutes, mais pour moi, cela a semblé une éternité. Quand elle est entrée dans la chambre, j'ai vu la panique dans ses yeux. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris la gravité de la situation. Ma mère, qui gardait toujours son calme pendant mes crises, était visiblement terrifiée. Elle a couru vers moi, m'a aidé à me relever. Ses mots étaient flous, mais je me souviens qu'elle a dit quelque chose comme « Tiens bon mon fils ». Avec une force que je ne savais pas qu'elle avait, elle m'a pratiquement porté hors de la chambre, est descendu les escaliers avec moi et m'a mis dans la voiture. Le trajet jusqu'à l'hôpital était comme un cauchemar fiévreux. Les rues de Miami défilaient en flou de lumière et de couleurs.
J'ai entendu le son du klaxon, les sirènes au loin, et la voix de ma mère me parlant, me suppliant de rester réveillé. Mais c'était si difficile. Mes yeux voulaient se fermer. Mon corps semblait trop lourd. Nous sommes arrivés à l'hôpital près de South Beach. Les lumières vives des urgences m'ont ébloui pendant un moment. Je me souviens d'avoir été placé sur une civière, de voir des visages inconnus se déplacer rapidement autour de moi. Et alors, au milieu du chaos, j'ai vu un visage familier, une docteure Ovares. Elle a commencé à m'examiner immédiatement. J'ai entendu des mots épars, saturation basse, bronchospasme sévère et pénéphrine. J'ai ressenti des piqûres dans les bras, probablement d'aiguilles et d'injections. La docteure semblait me parler, me disant de rester calme pour essayer de respirer lentement. Mais comment respirer lentement quand on a l'impression de se noyer dans l'air? Un masque à oxygène a été placé sur mon visage. L'air forcé dans mes poumons me faisait mal. Mais en même temps, cela apportait un soulagement momentané. Je voulais leur dire que j'avais peur, que je ne voulais pas mourir, mais je ne pouvais pas parler. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder les yeux inquiets de ma mère, qui tenait ma main fermement. Les minutes suivantes furent un tourbillon d'activités. D'autres médecins arrivèrent, d'autres examens furent réalisés. J'entendis les bips des machines, des voix urgentes donnant des ordres. La docteure Ovares était constamment à mes côtés, surveillant mon état. Peu à peu, j'ai commencé à ressentir les effets des médicaments. Ma respiration est devenue un peu plus facile, mais je me sentais encore épuisé, comme si j'avais couru un marathon. La peur était toujours là, pulsant sous la surface. C'est alors que j'ai entendu le docteur dire quelque chose sur le fait de me laisser me reposer, que le pire était déjà passé. Ma mère a embrassé mon front, ses larmes tombant sur mon visage. Je voulais lui dire que tout allait bien, que j'allais m'en sortir, mais les mots ne sortaient pas. Mes paupières étaient lourdes, si lourdes. J'ai lutté contre le sommeil, craignant que si je fermais les yeux, je ne me réveillerais jamais. Mais l'épuisement était trop fort. La dernière chose que j'ai vue avant de céder au sommeil était le visage de l'infirmière, me disant de me détendre, qu'elle serait là avec moi. Et puis l'obscurité. Mais ce n'était pas la fin. En fait, c'était juste le début de quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. Quand j'ai fermé les yeux sur ce lit d'hôpital, j'espérais trouver le sommeil. Vous savez cette sensation quand vous êtes sur le point de dormir et que votre corps devient lourd? C'était comme ça au début, mais ensuite quelque chose d'étrange s'est produit. La sensation de poids a complètement disparu, comme si j'étais devenu léger comme une plume. Soudain, je n'étais plus allongé, c'était comme si je flottais. C'est difficile à expliquer. J'ai ouvert les yeux, ou du moins je pensais les avoir ouverts, et je me suis retrouvé dans un endroit qui n'était plus la chambre d'hôpital. C'était un espace sombre, mais pas effrayant. C'était plutôt comme un vide confortable. Je regardais en bas et je fus surpris. Là, j'étais allongé sur le lit d'hôpital. Je pouvais voir mon corps, pâle et immobile, avec des tubes et des machines connectées, des médecins et des infirmiers autour de moi, travaillant frénétiquement. Et ma mère, oh, ma mère. Elle était là, tenant ma main, priant doucement. Mon premier instinct a été de crier, de leur dire que j'allais bien, que j'étais là-haut. Mais aucun son ne sortit. J'ai essayé de me déplacer vers eux. Mais c'était comme si une barrière invisible m'en empêchait. Le plus étrange dans tout ça, c'est que je ne ressentais pas de peur. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait pas de pression dans ma poitrine, il n'y avait pas de lutte pour respirer. Je me sentais en paix, calme. Comme si tout était exactement comme cela devait être. Alors que j'observais être en bas, j'ai commencé à remarquer quelque chose de différent. C'était comme si je pouvais sentir les émotions de tous dans la salle. La peur de ma mère, la détermination du docteur Alvarez, l'inquiétude des infirmières. Tout cela m'atteignait par vagues, mais pas de manière oppressante. C'était plus comme une compréhension. Soudain, la scène a commencé à disparaître, comme si elle se dissolvait. Pendant un moment, je suis resté désorienté. Puis, en un clin d'œil, je me suis retrouvé dans un endroit complètement différent. C'était la cuisine de ma maison, mais pas la cuisine actuelle. C'était comme elle était il y a des années, quand j'étais enfant.
L'odeur des crêpes fraîchement préparées emplit mes sens. Et là, de dos à moi, se tenait ma grand-mère, Abuela Camila. Mon cœur fit un bond. Abuela Camila était décédée quand j'avais 10 ans. Regarde-la. Vivant et faisant des crêpes comme elle avait l'habitude de le faire les dimanches matins, cela a apporté une vague d'émotions que je n'étais pas préparé à ressentir. J'ai essayé d'appeler Abuela, mais aucun son n'est sorti. J'ai tenté de la toucher, mais ma main est passée à travers elle comme si j'étais un fantôme. C'est à ce moment-là que la panique a commencé à s'installer. Que se passait-il avec moi? Avant que je puisse tout traiter, la scène a de nouveau changé. La cuisine accueillante a disparu, et je me suis retrouvé dans un espace sombre et vide. Mais je n'étais pas seul. Autour de moi, il y avait d'autres présences. Je ne peux pas les appeler des personnes car elles n'avaient pas de forme définie. C'était plutôt comme des essences, et toutes semblaient aussi perdues et confuses que moi. J'ai essayé de communiquer avec elles, de comprendre où nous étions et ce qui se passait. Mais c'était comme si nous étions tous isolés dans nos propres bulles d'existence. Nous pouvions percevoir les uns les autres, mais pas interagir. C'est à ce moment de confusion et d'isolement que j'ai remarqué quelque chose au loin. C'était un point de lumière si petit et lointain qu'au début je pensais que c'était mon imagination. Mais plus je me concentrais sur lui, plus il devenait fort et brillant. Quelque chose en moi me disait d'aller vers cette lumière. Ce n'était pas une pensée consciente, c'était plutôt comme un appel, une certitude profonde que là se trouvait la réponse à toutes mes questions. Et ainsi, laissant derrière moi la confusion et la peur, j'ai commencé mon voyage vers cette lumière. Mal savais-je que ce qui m'attendait changerait à jamais ma compréhension de la vie, de la mort et de tout ce qui existe entre elles. À mesure que je me dirigeais vers cette lumière, c'était comme si le concept même de mouvement avait changé. Je ne marchais pas ou ne volais pas dans le sens traditionnel. C'était plus comme être attiré, comme si cette lumière était un énorme aimant et moi, un petit morceau de métal. À mesure que je m'approchais, la lumière devenait de plus en plus intense. Mais ce n'était pas éblouissant ou inconfortable. C'était accueillant, chaleureux. Imaginez le câlin le plus réconfortant que vous ayez jamais reçu et multipliez cette sensation par 1000. C'était ainsi que je me sentais enveloppé par cette lumière. Quand j'ai enfin atteint la lumière, c'était comme plonger dans un océan de paix et d'amour. Toutes les peurs, toutes les préoccupations que j'avais eues dans ma vie avaient simplement disparu. C'était comme si j'avais laissé derrière moi un lourd manteau que je ne savais même pas que je portais. À ce moment-là, je me sens complet, entier. Comme si toutes les pièces du puzzle de mon existence s'étaient enfin emboîtées. J'étais moi, mais en même temps, j'étais bien plus que cela. C'était comme si je pouvais sentir une connexion avec le bien, avec tout. Et alors, au milieu de toute cette paix et cet amour, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Il y avait une présence là avec moi. Je ne peux pas dire que j'ai vu quelqu'un au sens traditionnel. C'était plus comme sentir quelqu'un, une présence chaleureuse et accueillante. Cette présence s'est manifestée comme ma mentor. Pas avec des mots, tu comprends? C'était plus comme une compréhension qui est apparue dans mon esprit. Elle irradiait une sagesse et un amour qui m'ont complètement mis à l'aise. Ma mentor a alors commencé à me guider à travers un voyage dans ma propre vie. Mais ce n'était pas comme regarder un film. C'était comme revivre chaque moment, chaque émotion. J'ai vu des moments de mon enfance que j'avais complètement oubliés. Moments de joie, de tristesse, de peur. J'ai vu le jour où j'ai défendu un camarade de classe qui était intimidé. À l'époque, je ne pensais pas que c'était quelque chose de grand. Mais maintenant, en voyant à travers ces nouveaux yeux, j'ai pu réaliser l'impact que ce petit acte a eu. J'ai vu comment cet acte de bonté s'est répandu, affectant non seulement mon collègue, mais aussi d'autres personnes autour de lui. Ma mentor m'a montré comment chaque action, chaque mot, chaque pensée crée des vagues d'énergie qui se propagent à travers l'univers. J'ai vu comment même les plus petits actes de gentillesse peuvent avoir un impact énorme, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Mais ce ne sont pas seulement les bons moments que j'ai revisités. J'ai reconnu des moments où j'ai été égoïste et où j'ai blessé autrui, mais il n'y avait pas de jugement, seulement de la compréhension et l'opportunité d'apprendre. Au cours de cette révision, j'ai ressenti un amour inconditionnel de ma mentor. Peu importe mes actions, cet amour demeurait constant.
Progressivement, j'ai commencé à éprouver ce même amour pour moi-même et pour les autres. C'était comme si je pouvais voir pour la première fois à quel point nous sommes tous interconnectés. Chaque personne que j'ai jamais rencontrée, chaque étranger qui a croisé mon chemin, nous faisions tous partie d'un réseau complexe de relations et d'impact mutuel. J'ai compris que la vie n'est pas une question d'accumuler des choses ou d'atteindre un statut. C'est une question de grandir, d'apprendre, d'aimer. C'est à propos des connexions que nous établissons et de l'impact positif que nous pouvons avoir sur le monde qui nous entoure. Lorsque cette révision a pris fin, je me suis senti transformé. C'était comme si j'avais gagné une nouvelle perspective, une compréhension plus profonde du but de la vie. Mais mon voyage était loin d'être terminé. Ma mentor avait encore beaucoup à me montrer, des choses qui allaient défier tout ce que je pensais savoir sur le monde et sur moi-même. Et ainsi, rempli d'un mélange de gratitude, d'amour et de curiosité, je me suis préparé pour le prochain pas de cette incroyable aventure. Après avoir passé en revue ma vie, je me sentais comme si j'avais subi une transformation profonde. Mais ma mentor m'a indiqué qu'il y avait encore plus à voir, plus à apprendre. D'un geste doux, elle m'a guidé vers ce qui semblait être une salle différente dans ce royaume de lumière. Soudain, devant nous, est apparu quelque chose que je ne peux décrire que comme un immense écran d'énergie pure. C'était comme si le tissu même de l'univers s'était plié pour former une surface où des images pouvaient être projetées. C'est sur cet écran cosmique que j'ai commencé à voir des aperçus de ce que cela semblait être. Mon avenir. Les images ont commencé à affluer, certaines nettes, d'autres plus floues. Je me voyais, plus vieux, dans une maison que je ne reconnaissais pas. J'étais entouré d'une famille aimante, une épouse dont le visage m'était étrangement familier et 2 enfants courant autour. La scène irradiait de bonheur et de contentement. Ensuite, j'ai vu des flèches d'une carrière réussie. Je ne pouvais pas distinguer exactement quelle était ma profession, mais je pouvais ressentir la satisfaction et le sens du but qui émanait de ces images. C'était comme si j'avais trouvé un moyen d'unir ma passion à un travail qui faisait vraiment une différence dans la vie des gens, mais tout n'était pas rose. J'ai aussi vu les défis que je devrais affronter. Moments de doute, de peur. J'ai réalisé que ma lutte contre l'asthme continuerait, bien que d'une manière différente. Ce n'était plus un ennemi à combattre, mais un compagnon de route. Quelque chose qui m'enseignerait des leçons précieuses sur la résilience et l'acceptation. Alors qu'il observait ces scènes se dérouler, il ressentit un mélange d'émotions. Il y avait de l'espoir et de l'enthousiasme pour ce qui allait venir, mais aussi une pointe d'anxiété face aux défis qu'il devrait affronter. C'est alors que l'écran a changé radicalement. Les images de ma vie personnelle ont laissé place à quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui semblait affecter non seulement moi, mais le monde entier. J'ai vu des scènes de septembre 2024, et ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. De devant mes yeux, j'ai vu une armée d'êtres lumineux. Je ne peux les décrire que comme des anges, descendant des cieux. Leurs ailes brillaient d'une lumière divine, si intense qu'elle semblait traverser l'écran et m'atteindre. Ces êtres angéliques semblaient se préparer à une bataille. De l'autre côté, je voyais des ombres se formant en créatures des ténèbres qui se répandaient sur la planète, comme un brouillard sombre et menaçant. Le contraste entre la lumière des anges et l'obscurité de ces créatures était choquant. J'ai commencé à comprendre que ce que je voyais n'était rien de moins qu'une bataille cosmique entre le bien et le mal. Sur le point de se produire dans notre monde, les anges étaient là pour protéger l'humanité d'une menace sombre que le mal pouvait comprendre. L'intensité de cette vision était écrasante. Je pouvais sentir le poids de ce qui allait arriver, l'importance cruciale de cet événement pour l'avenir de la Terre. Ma mentor, réalisant mon étonnement, m'a gentiment expliqué que cette bataille serait un moment décisif pour l'humanité. Elle m'a dit que les actions des gens pendant cette période seraient cruciales. Chaque choix, chaque acte de bonté ou d'égoïsme aurait un impact direct sur le résultat de cette bataille cosmique. C'était comme si le destin du monde était entre les mains de chaque individu. Je suis resté stupéfait par l'ampleur de ce que je voyais. Comment pouvais-je, une personne ordinaire qui avait à peine réussi à gérer son asthme, avoir un rôle dans quelque chose d'aussi grandiose? Mais ma mentor m'a assuré que chacun de nous a un rôle important à jouer, même si nous ne pouvons pas immédiatement voir l'impact de nos actions. Quand la vision s'est finalement dissipée, je me suis senti transformé. Je n'étais plus seulement un garçon asthmatique de Miami. J'étais une partie de quelque chose de bien plus grand,
un participant à un drame cosmique qui affecterait le destin de toute l'humanité. À ce moment-là, je compris que je revenais à la vie pour une raison, avec un but plus grand à accomplir. Bien que cette responsabilité fût effrayante, une détermination grandissait en moi. Je regardais ma mentor, plein de questions, impatient de comprendre ce que je venais de voir et ce que cela signifiait pour moi et pour le monde. Après la vision écrasante de l'avenir, je me sentais submergé par des émotions et des questions. Ma mentor, réalisant ma confusion, me guida vers ce qui semblait être un jardin serein et tranquille. Ce n'était pas un jardin physique comme nous le connaissons, mais un espace d'énergie pure qui transmettait la même sensation de paix et d'harmonie qu'un jardin terrestre pourrait offrir. C'est dans cet endroit de sérénité que ma mentor a commencé à m'expliquer davantage ce que j'avais vu et expérimenté. Sa voix, qui n'était pas vraiment une voix, mais une forme de communication directe de pensée à pensée, était douce et réconfortante. Et l'eau, elle a commencé. Ce que vous avez vu n'est qu'une fraction du grand plan de l'univers. La bataille à laquelle vous avez assisté est une manifestation physique d'un conflit spirituel qui est toujours en cours. La lutte entre la lumière et l'obscurité, entre l'amour et la peur. Elle a expliqué que les anges que j'avais vus n'étaient pas exactement comme les figures ailées représentées dans l'art religieux, mais plutôt des manifestations d'énergie positive et aimante qui existent dans l'univers. De la même manière, les créatures des ténèbres représentaient des peurs, des doutes et de la négativité qui peuvent consumer les gens et le monde. Mais pourquoi ai-je demandé si je suis encore capable de comprendre complètement mon rôle dans tout cela? Ma mentor a souri, ou du moins, c'est la sensation que j'ai eue. Et l'eau, chaque âme a un rôle unique à jouer dans le grand tapis de l'existence. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Votre lutte contre l'asthme, vos expériences de vie, tout cela vous a préparé pour ce moment. Vous avez une sensibilité particulière, une capacité d'empathie qui sera cruciale dans les temps à venir. Elle m'a alors expliqué que mon expérience de mort imminente n'était pas un accident, mais une opportunité pour moi de gagner une perspective plus large sur la vie et mon but. Vous reviendrez avec une connaissance que peu de gens possèdent. Elle a dit, mais avec cette connaissance vient une grande responsabilité. Ma mentor a alors commencé à m'enseigner la nature de la réalité, comment nos pensées et nos actions façonnent non seulement nos vies, mais le tissu même de l'univers. J'ai appris que chaque acte de bonté, chaque pensée positive, renforce les forces de la lumière, tandis que chaque action égoïste ou pensée négative renforce l'obscurité. La bataille que vous avez vue, expliqua-t-elle, ne sera pas menée avec des épées ou des armes, mais avec des choix. Chaque décision que les gens prendront dans les prochaines années aura un impact profond sur le résultat final. J'étais impressionné par l'ampleur de ce que j'apprenais. C'était comme si les rideaux de l'univers s'étaient ouverts, révélant les mécanismes cachés de l'existence, continua ma mentor. Souviens-toi et fais. L'avenir que tu as vu n'est pas gravé dans la pierre. C'est un potentiel, une possibilité. Les actions des gens, y compris les tiennes, peuvent changer le cours des événements. Elle m'a appris l'importance de l'équilibre, comment la lumière et l'obscurité sont des parties nécessaires de l'existence. Sans défi, il n'y aurait pas de croissance, dit-elle. Son asthme, par exemple, bien que difficile, lui a enseigné avec passion et résistance. J'ai appris sur l'interconnexion de toutes choses, sur la façon dont chaque pensée et action crée des vagues qui se propagent à travers l'univers. J'ai compris qu'il n'existe pas d'action insignifiante. Chaque geste de bonté, peu importe sa taille, a le potentiel de créer des changements profonds. Votre rôle, a expliqué ma mentor, sera celui d'un phare. Vous reviendrez avec une connaissance que peu possèdent, et votre tâche sera de partager cette lumière avec les autres, non pas à travers de grands discours ou des actions dramatiques, mais à travers de petits actes de bonté, de compréhension, d'amour. À mesure que j'absorbais ces enseignements, je ressentais un changement profond en moi. Je n'étais plus seulement Eago, le garçon asthmatique de Miami, mais une partie intégrante de l'univers avec un rôle unique et important à jouer. Je regardais ma mentor, rempli de gratitude et d'un nouveau sens de but. « Je suis prêt », dis-je, bien que ce ne soit pas avec des mots.
Je suis prêt à revenir et à faire la différence. » Ma mentor sourit à nouveau, irradiante d'amour et d'approbation. « Souviens-toi, dit-elle, tu n'es jamais seul. Même lorsque tu reviendras, même lorsque les souvenirs de cette expérience commenceront à s'estomper, nous serons toujours avec toi, te guidant et te soutenant. » Avec ces mots, je sentis que mon temps dans ce royaume de lumière touchait à sa fin. Mais avant de partir, j'avais une dernière leçon à apprendre, une qui changerait à jamais ma façon de voir la vie et la mort. Alors que j'absorbais les enseignements de ma mentor, je ressentis un changement subtil dans l'environnement qui m'entourait. La lumière, qui jusqu'alors semblait venir de toutes les directions, a commencé à se concentrer en un point devant moi, formant ce que je ne peux décrire que comme un portail lumineux. Ma mentor, avec sa présence réconfortante, s'est tournée vers moi. Il n'y avait pas de mots, mais j'ai parfaitement compris ce qui se passait. Il était temps de faire un choix et à ce moment-là, elle a communiqué non pas avec des mots, mais avec une forme de pensée pure. Vous êtes maintenant face à une décision cruciale. Ce portail représente la continuation de votre voyage spirituel. Si vous choisissez de le traverser, vous laisserez derrière vous votre vie terrestre et continuerez votre évolution dans d'autres plans d'existence. J'étais stupéfait par l'ampleur de ce choix. D'une part, la paix et l'amour que je ressentais dans cet endroit étaient indescriptibles. L'idée de laisser derrière moi toute la souffrance et les limitations de la vie physique était tentante. Ici, il n'y avait pas d'asthme, pas de peur, pas de douleur. Mais alors, comme si elle répondait à mes pensées, ma mentor m'a montré une autre vision. J'ai vu mes parents à l'hôpital, en particulier ma mère, l'espoir. L'amour dans ses yeux était palpable. J'ai vu des amis et des membres de la famille, tous souffrant à cause de la possibilité de mon départ. « Souviens-toi, continua ma mentor, que chaque vie est précieuse. Chaque expérience est une opportunité de croissance. Si tu choisis de revenir, tu feras face à des défis, mais tu auras aussi la chance de faire la différence, d'être ce phare de lumière dont le monde a tant besoin. » À ce moment-là, je me suis souvenu de la vision du futur, de la bataille cosmique qui était à venir. J'ai compris que mon choix n'affecterait pas seulement moi et mes proches, mais pourrait avoir un impact sur l'équilibre même entre la lumière et l'obscurité dans le monde. C'est alors que j'ai réalisé, ce n'était pas seulement un choix entre la vie et la mort, mais un choix entre le confort personnel et la responsabilité collective. Retourner signifierait faire face aux difficultés liées à mon asthme, affronter les défis de la vie quotidienne, mais cela signifierait aussi l'opportunité de faire la différence, de partager ce que j'ai appris, d'être une partie active dans la lutte pour le bien. Je regardais le portail lumineux, ressentant son appel. C'était tentant, incroyablement tentant. Je me retournais et ressentant une connexion avec mon corps et ma vie terrestre, je pris ma décision. « Je veux revenir », dis-je à ma mentor. « Il y a beaucoup de travail à faire et des personnes à aider. Je ne peux pas les abandonner maintenant. » À ces mots, une vague d'approbation et d'amour émana de ma mentor, renforçant ma détermination. Son choix est courageux et sage. Souviens-toi toujours, la vie est le plus grand cadeau et chaque moment est une opportunité de répandre la lumière. Elle m'a alors expliqué que le retour ne serait pas facile. Son corps a subi un grand traumatisme. Le chemin du retour sera difficile. De plus, les souvenirs de cette expérience peuvent devenir flous avec le temps. Mais l'apprentissage, la croissance, la compréhension plus profonde que vous avez acquise ici, tout cela restera avec vous. En ressentant un mélange d'anxiété et de détermination, j'étais prêt à affronter ce qui viendrait, armé du savoir et de l'amour que j'avais expérimenté ici. Ma mentor s'est approchée, m'enveloppant dans une dernière vague d'amour inconditionnel. « Va en paix et en eau. Souviens-toi toujours, tu n'es jamais seul. Nous serons toujours avec toi, te guidant et te soutenant, même si tu ne peux pas nous voir ou nous entendre directement. » Avec ces mots d'adieu, je me suis senti tiré en arrière. C'était comme nager à contre-courant, chaque mouvement exigeant un effort immense. La lumière a commencé à diminuer et je me suis senti replongé dans l'obscurité. Mais cette fois, l'obscurité ne me faisait plus peur. Je savais que je revenais pour accomplir un but plus grand. Et ainsi, avec détermination et amour dans le cœur, je me laissais être ramené à ma vie terrestre, prêt à affronter les défis qui m'attendaient et à être la lumière dont le monde avait besoin.
Le processus de retour à mon corps a été une expérience qui défie toute description. C'était comme si je nageais à travers des couches et encore des couches de réalité, chacune plus dense et lourde que la précédente. La lumière qui m'enveloppait complètement a progressivement diminué, jusqu'à ce que je me retrouve plongé dans l'obscurité totale. Un moment de panique m'envahit. Où étais-je? Que se passait-il? Puis, je me souvins des mots de ma mentor. Vous n'êtes jamais seul. Cette pensée devint ma bouée de sauvetage. Soudain, je ressentis à nouveau. Ce n'était pas l'éthéré royaume de la lumière, mais des sensations physiques, intenses, et pour être honnête, assez inconfortables. Senti d'or, une douleur aiguë dans la poitrine qui m'a immédiatement rappelé ma lutte contre l'asthme. J'ai ressenti le froid, un froid qui semblait pénétrer jusqu'aux os. Et par-dessus tout, j'ai ressenti un poids immense comme si chaque cellule de mon corps luttait contre la gravité. Lentement, très lentement, j'ai commencé à entendre des sons autour de moi. D'abord, ce n'étaient que des bruits indistincts, comme si j'étais submergé sous l'eau. Mais peu à peu, les sons devenaient plus clairs. J'ai entendu P rythmique des machines, le murmure bas des voix, le son doux des pas sur le sol en linoléum. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais mes paupières semblaient trop lourdes. J'ai essayé de bouger mes doigts, mes bras, n'importe quoi. Mais mon corps ne répondait pas à mes ordres. C'est alors que j'ai entendu une voix claire et familière. « Iago, Mijo, peux-tu m'entendre » C'était la voix de ma mère. Espoir. Il y avait tant d'amour, tant d'inquiétude dans sa voix que j'ai senti mon cœur se serrer. Je voulais tellement répondre, lui dire que j'allais bien, que j'étais revenu, mais je n'arrivais pas à faire obéir mon corps. J'ai entendu une autre voix, cette fois plus grave et professionnelle. Je l'ai reconnue comme étant la voix du docteur Alvarez. « Madame Villafuerte, je vois des signes d'activité cérébrale accrue. Je crois que votre fils commence à se réveiller. Cela peut prendre du temps, mais c'est un bon signe. » Pendant que je luttais pour contrôler mon corps, des flashbacks de mon expérience traversèrent mon esprit. La lumière, ma mentor, les leçons apprises, la vision de l'avenir. Tout semblait à la fois vécu et lointain, comme un rêve dont on essaie désespérément de se souvenir avant qu'il ne s'échappe complètement. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans cet état de semi-conscience. Cela aurait pu être des minutes, des heures, ou même des jours. Le temps semblait n'avoir aucun sens, mais peu à peu, très lentement, j'ai commencé à sentir que je reprenais le contrôle de mon corps. D'abord, j'ai réussi à bouger légèrement mes doigts. Ensuite, j'ai senti mes lèvres bouger bien qu'aucun son ne sorte et enfin, après ce qui a semblé une éternité, j'ai pu ouvrir les yeux. La lumière de la chambre d'hôpital m'a ébloui momentanément. J'ai péché plusieurs fois essayant de concentrer ma vision. Et alors j'ai vu le visage de ma mère. Ses yeux étaient rouges et enflés d'avoir tant pleuré, mais elle avait un sourire radieux sur son visage. « Hello !» elle s'exclama en prenant ma main. « Oh, grâce à Dieu, vous êtes de retour. » J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche et douloureuse. Je ne pouvais émettre qu'un son rauque. Le docteur Alvarez, qui était de l'autre côté du lit, m'a rapidement offert un verre d'eau avec une paille. Après avoir pris quelques gorgées, j'ai enfin réussi à parler. Ma voix était faible et rauque, mais les mots étaient clairs. « Maman, je suis revenu. J'ai choisi de revenir. » J'ai vu de la confusion dans ses yeux, mais aussi du soulagement et un amour infini. Le docteur Alvarez a commencé à poser des questions, à vérifier mes signes vitaux, mais tout cela semblait lointain et sans importance. À ce moment-là, allongé sur ce lit d'hôpital, faible et douloureux mais encore vivant, je savais que mon véritable voyage ne faisait que commencer. J'étais revenu avec un but, avec une connaissance précieuse, et j'étais déterminé à accomplir la mission qui m'avait été confiée. J'ai regardé par la fenêtre de la chambre et j'ai vu le ciel bleu de Miami. Le monde semblait le même, mais je savais que j'avais profondément changé. Et j'étais prêt à affronter ce qui viendrait, armé de l'amour et de la sagesse que j'avais expérimenté de l'autre côté. Les jours qui ont suivi mon réveil à l'hôpital ont été des montagnes russes d'émotions et de défis. Physiquement, mon corps était épuisé. Or, les médecins ont expliqué que j'avais traversé une expérience traumatique et que la récupération prendrait du temps. Mon asthme, bien que toujours présent, semblait être sous contrôle, grâce aux soins intensifs que j'avais reçus.
Mais le véritable défi n'était pas physique, il était mental et émotionnel. Comment expliquer aux autres ce que j'avais vécu? Comment transmettre la profondeur et l'importance de ce que j'ai appris de l'autre côté? Et plus important encore, comment incorporer ce savoir dans ma vie quotidienne? Dans les premiers jours, j'étais impatient de partager mon expérience avec tout le monde. J'ai parlé à mes parents, au docteur Alvarez, aux infirmières. J'ai raconté la lumière, ma mentor, les leçons que j'ai apprises. Certaines personnes écoutaient avec fascination, d'autres avec scepticisme. Le docteur Alvarez en particulier semblait très intéressé, posant des questions détaillées et prenant des notes. Ma mère, Espérance, écoutait tout avec un mélange d'émerveillement et de préoccupation. Mijo, elle m'a dit un jour en tenant ma main, « Peu importe ce que tu as vu ou vécu, l'important est que tu es ici avec nous maintenant. » Au fil des jours, j'ai commencé à réaliser que tout le monde n'était pas prêt ou disposé à écouter mon expérience. Certains amis qui sont venus me rendre visite semblaient mal à l'aise lorsque je mentionnais le sujet. D'autres essayaient de changer de sujet, parlant de l'école ou de ce que j'avais manqué pendant que j'étais à l'hôpital. Graduellement, j'apprenais à doser ce que je partageais et avec qui je le partageais. J'ai réalisé que la véritable leçon n'était pas de raconter à tout le monde mon expérience, mais de vivre selon ce que j'avais appris. La réadaptation à la vie normale a été un défi en soi. Des choses qui semblaient auparavant si importantes, les notes à l'école, les vêtements à la mode, de petites disputes. Maintenant, elles semblaient triviales à la lumière de ce que j'avais vécu. En même temps, des choses que j'avais l'habitude d'ignorer, le sourire d'un inconnu, le chant des oiseaux le matin, un geste amical, ont pris un nouveau sens. Ma relation avec mon asthme a également changé. Avant, je voyais cela comme un ennemi, quelque chose à combattre et à haïr. Maintenant, bien que ce soit encore un défi, je le considère comme une partie de mon parcours, quelque chose qui m'a appris avec passion et résistance. Un des plus grands changements a été la façon dont j'interagissais avec les gens. Je me suis souvenu de ce que ma mentor m'avait appris sur l'interconnexion de toutes les choses. J'ai commencé à pratiquer plus d'empathie, essayant de voir au-delà des apparences et de comprendre les luttes intérieures que chaque personne affrontait. À l'école, j'ai remarqué que j'étais plus patient avec mes camarades, plus disposé à aider ceux qui avaient des difficultés. J'ai commencé à m'impliquer dans des travaux bénévoles, sentant que chaque petit acte de bonté était une façon d'honorer ce que j'avais appris. Cependant, tout n'était pas facile. Il y avait des jours où je me sentais accablé par la responsabilité du savoir que je portais. La vision de l'avenir, la bataille cosmique qui s'annonçait, pesait sur moi. Comment pourrais-je, un adolescent ordinaire, faire la différence face à quelque chose d'aussi grandiose? C'est pendant l'une de ces crises de doute que je me suis souvenu des mots de ma mentor. Chaque acte de bonté, peu importe sa taille, renforce les forces de la lumière. J'ai alors réalisé que ma tâche n'était pas de sauver le monde seul, mais d'être une lumière dans mon propre cercle d'influence, inspirant les autres à faire de même. Au fur et à mesure que les mois passaient, j'ai remarqué que certains détails de mon expérience commençaient à devenir flous. C'était comme essayer de se souvenir d'un rêve. Les émotions et les leçons restaient vives, mais certains détails spécifiques commençaient à s'échapper. Cela m'a effrayé au début, mais ensuite, j'ai compris que l'important n'était pas les détails exacts. Mais comment appliquais-je ce que j'avais appris dans ma vie quotidienne? J'ai commencé à tenir un journal, non seulement pour enregistrer mon expérience, mais pour documenter mon parcours de croissance et de transformation. Chaque jour apportait de nouveaux défis et des opportunités d'appliquer les leçons que j'avais apprises. Et ainsi, jour après jour, je poursuivais mon chemin. Plus seulement comme Yago, le garçon asthmatique de Miami, mais comme quelqu'un qui avait entrevu quelque chose de plus grand, quelqu'un avec un but plus élevé. La vie que j'avais choisi de retrouver ne faisait que commencer, et j'étais déterminé à faire en sorte que chaque moment compte. Aujourd'hui, 13 ans se sont écoulés depuis ce matin fatidique à Miami, 13 ans depuis que j'étais au bord de la mort et que j'avais choisi de revenir. En regardant en arrière, je vois comment chaque jour depuis lors a été un voyage de découverte, de croissance et parfois de défis. Beaucoup de choses ont changé depuis ce jour. J'ai terminé le lycée, je suis allé à l'université et j'ai construit une carrière. Je suis dans une relation de 4 ans avec une camarade de classe de l'université,
quelqu'un que je crois être la future épouse que j'ai vue pendant mon expérience de mort imminente. La vie a suivi son cours, comme elle le fait pour nous tous. La vie a suivi son cours, comme elle le fait pour nous tous. Ces jours-ci, j'ai fait un rêve, et un ange m'a parlé du 7 septembre. Je pense que quelque chose de grand s'annonce. Eh bien, il est toujours avec moi. J'ai encore des jours difficiles, j'ai encore besoin d'utiliser mon inhalateur de temps en temps. Mais ma relation avec elle a complètement changé. Ce n'est plus un fardeau, mais un rappel. Un rappel de la fragilité de la vie, de l'importance de chaque respiration et de la force que nous avons en nous pour surmonter les défis. Les connaissances et les leçons que j'ai acquises durant mon expérience de mort imminente continuent de façonner ma vie quotidienne. J'essaie de vivre chaque jour avec un but, conscient de l'impact que mes actions et mes paroles peuvent avoir sur les autres. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des jours où je me surprends à retomber dans de vieilles habitudes, préoccupé par des choses triviales. Mais alors je me rappelle de la vision plus grande qui m'a été montrée, et cela me recentre à nouveau. L'une des choses les plus difficiles a été de gérer la connaissance du futur qui m'a été révélée. La vision de la bataille cosmique qui approche en septembre 2024 n'est jamais loin de mes pensées. À mesure que cette date se rapproche, je ressens un mélange d'anxiété et d'attente. Une partie de moi veut crier sur tous les toits, alerter tout le monde sur ce qui est sur le point d'arriver. Mais j'ai appris que ce n'est pas le chemin. Ma tâche n'est pas d'effrayer les gens ou de les convaincre de quelque chose qu'ils ne sont peut-être pas prêts à accepter. Au lieu de cela, mon rôle est d'être un phare de lumière, inspirant les autres à travers mes actions et la manière dont je vis ma vie. Je me suis de plus en plus engagé dans des travaux communautaires et des causes qui promeuvent la bonté et la compréhension mutuelle. Je crois que chaque acte de gentillesse, chaque moment d'empathie, renforce les forces de la lumière dans cette bataille imminente. Il ne s'agit pas de grands gestes héroïques, mais de petites actions dans des domaines qui, ensemble, peuvent faire une grande différence. Parfois, je me demande si ce que j'ai vu se produira vraiment. Ai-je bien compris? Est-ce que mes actions et les actions d'autres comme moi peuvent changer le cours des événements? Je n'ai pas de réponse définitive à ces questions. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à vivre selon ce que j'ai appris, en ayant confiance que je suis sur la bonne voie. Une chose que j'ai apprise est l'importance d'être présent dans le moment. Bien que j'ai connaissance de l'avenir, je ne peux pas vivre uniquement en fonction de celui-ci. Chaque jour est précieux. Chaque interaction est une opportunité de répandre de la lumière. En regardant vers l'avenir, je ressens un mélange d'émotions. L'appréhension, bien sûr, l'ampleur de ce qui s'annonce est effrayante, mais aussi l'espoir. L'espoir que l'humanité puisse s'unir, que nous puissions choisir la lumière plutôt que l'obscurité. Je ne sais pas exactement ce que septembre 2024 apportera. Je ne sais pas comment cette bataille cosmique se manifestera dans notre monde physique, mais je sais que je serai prêt à affronter ce qui viendra. Non pas comme un héros solitaire, mais comme partie d'un réseau interconnecté d'âmes, chacune faisant sa part pour apporter plus de lumière au monde. Alors que je me prépare pour ce qui est à venir, je me souviens des mots de ma mentor. Tu n'es jamais seul. Je ressens cette vérité profondément. Quoi que l'avenir réserve, je sais que je ne suis pas seul dans ce voyage. Et ainsi, continue à vivre chaque jour avec gratitude, amour et but. Continue à partager mon histoire avec ceux qui sont prêts à écouter, non pas pour convaincre, mais pour inspirer. Continue à travailler sur moi-même, cherchant à être la meilleure version de moi que je peux être. L'expérience de mort imminente que j'ai eue à 17 ans n'était que le début. Depuis ce jour, le véritable voyage a commencé et continuera. J'attends avec impatience, bien que légèrement anxieux, ce que l'avenir me réserve. Je suis avant tout reconnaissant pour cette seconde chance, pour le savoir acquis et pour l'opportunité de faire une différence, même minime. L'avenir est incertain, mais une chose est claire, chaque respiration est un cadeau. Chaque moment offre une opportunité, et chacun de nous peut être une lumière dans l'obscurité. C'est avec cette pensée que j'aborde chaque nouveau jour, prêt à accueillir tout ce qui viendra.